à partir de 14 heures. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngumu, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofu Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majoaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Betty. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du grand débat de la semaine Libre Expression. La deuxième partie de ce programme est consacrée à revenir sur l'aspect ayant trait au foncier au Cameroun. Quel regard posez-vous sur les problèmes fonciers qui se font de plus en plus pressants et même enracinants en République camerounaise? Est-ce un conflit latent? C'est la principale interrogation de ce matin. Et nous commençons par passer d'abord la parole au professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur, même dans les tribunaux, dans nos familles, un peu partout, depuis quelques années, ce sont les problèmes fonciers qui gagnent le terrain. De manière globale, quelle est la lecture que vous faites de cet aspect des choses au Cameroun? La lecture qu'on peut faire de cette situation, c'est que la société camerounaise est confrontée aux contraintes de la capitalisation. Et l'un des terrains de la capitalisation, c'est précisément l'appropriation privée de la terre. Or, cette appropriation privée de la terre est très souvent en rupture avec les héritages culturels de type communautaire qui prédominent dans nos sociétés. Les régimes anciens de propriété étaient des régimes de propriété collective et la propriété privée était confinée. En fait, elle n'était pas de la propriété en tant que telle parce qu'il manquait notamment dans l'élément du droit de propriété ce qu'on appelle la bousus, le droit de disposer. Il y avait l'usus, l'utilisation, fructus, la capacité à la faire fructifier, à en tirer profit, mais le droit de disposer, d'aliéner la terre, de la vendre, par exemple, n'était pas toujours acquis. Donc, c'est une contrainte qui est liée à la capitalisation et qui se manifeste à tous les niveaux, aussi bien des relations interpersonnelles à partir des familles. La terre fait l'objet de conflits. Par exemple, dans les héritages, ça peut être l'une des sources de discorde au sein des familles. La terre est au cœur des conflits à l'intérieur des lignages et des clans. La terre fait l'objet de conflits entre ethnies qui vivent dans un environnement de proximité. La terre fait l'objet de conflits entre les couches sociales et entre les classes sociales. Et c'est quelque chose qui, évidemment, peut avoir un terrible potentiel chrysogène. Un terrible potentiel chrysogène, notamment quand, au-delà des conflits interpersonnels, il y a des conflits intercommunautaires ou des conflits entre les communautés et l'État sur la question des terres. Du point de vue de notre héritage culturel et de notre bagage civilisationnel, la capitalisation va créer de sérieux problèmes. Parce qu'en réalité, les régimes d'appropriation de la terre qui dominent en Afrique ne sont pas des régimes individualistes. Mais nous entrons donc avec la pression du système monde, nous entrons donc dans l'individualisation forcée et contraignante des sociétés africaines. Et ça va donc produire des désordres. Puisque évidemment, ça va introduire, ça existe déjà, ce n'est pas que ce soit nouveau, des dynamiques de forte inégalité dans la capacité à s'approprier la terre. On le voit déjà dans les grandes agglomérations urbaines d'Afrique, et particulièrement du Cameroun, où il est de plus en plus difficile à des gens de niveau social moyen d'acquérir un lopin de terre à l'intérieur des villes.
Pour avoir les terres, il faut de plus en plus s'éloigner dans des des zones très reculées. Aller dans des zones très reculées qui sont mal couvertes en termes de voies et réseaux divers, en termes d'électricité, en termes d'approvisionnement en eau, et en termes même maintenant de services, accès à des commerces, accès aux écoles et tout le reste. Donc c'est une question extrêmement sensible et c'est une question qui doit faire l'objet d'une régulation complexe. Ça veut dire qu'il faut pouvoir créer un consensus parce qu'il y a des intérêts divers. Il y a les intérêts des puissants qui sont capables d'accumuler la terre jusqu'aux frontières de l'accaparement, privant donc ceux qui ne sont pas des puissants d'avoir le minimum de terre possible. Il y a les intérêts de l'État, parce que dans le principe de la souveraineté, le territoire est un élément important, mais ce qui est valable sur le plan politique et institutionnel est confronté à des contradictions sociologiques, parce qu'à l'intérieur d'une société étatique qui dispose donc du monopole en principe de son territoire, il y a des collectifs sociaux, il y a des collectivités qui ont également leur régime d'appropriation de la terre. Bon, le principe de la supériorité de la souveraineté de l'État fait que l'État a donc imposé la suprématie de son droit, mais si ce droit-là est en conflit avec les régulations sociétales au niveau des communautés, ça produit aussi des conflits. Et ces conflits peuvent être des conflits terribles. Dans la perspective pour sortir, donc dans la perspective et dans la prospective, il faut travailler à un équilibre entre la terre comme propriété de l'État, la terre comme propriété des communautés, la terre comme propriété des personnes, la terre comme propriété des individus. Merci, professeur Mathias Eriko Nangini, qui justement a placé le débat, a donné un certain nombre d'ouvertures. Je vais passer la parole à Abel Elimbi-Lobé. Abel Elimbi-Lobé, prioritairement, vous avez été invité sur ce plateau ce dimanche parce que ce n'est un secret pour personne. Vous travaillez longtemps sur le foncier au Cameroun. Alors, ils sont nombreux, Elimbi-Lobé, qui pensent que progressivement les plus forts, mais également les plus fortunés, sont en train de s'accaparer de l'essentiel de la terre au Cameroun. N'est-ce pas un véritable risque? Un très grand risque, surtout dans des régions qui font l'objet d'attractions toutes particulières, qui sont les points de convergence de l'exode rural, comme la région du littoral et la région du centre. Et dans ces régions-là, les départements comme le Fundi et le Vouri dans le littoral sont particulièrement en situation très difficile. Et les départements avoisinants. Et même les départements. En fait, il y a le rayonnement métropolitain de Douala et de Yaoundé. Pour le cas de Yaoundé, la Mofokono, la Mofafamba, la Léquier, pour le Vouri, le Nkam, le Vouri, on les mêmes, le Mongo. Et même désormais la Sanaga maritime. Et même la Sanaga maritime. Ajoutez à cela maintenant les départements ou les arrondissements ou les endroits, les zones où il peut se développer une grande activité économique, par exemple l'océan, avec l'avènement du port autonome. Du coup, les populations autochtones se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles qui sont le fait, et je pense que c'est la plus grande contribution que j'ai envie d'apporter dans la réflexion d'aujourd'hui, qui sont le fait des fonctionnaires et de la corruption. Ce n'est pas la simple pression en elle-même qui fait problème. Parce que si la pression se développe, il n'y a que deux possibilités. Soit les gens qui arrivent respectent les lois et règlements et s'installent conformément aux législations en vigueur, et ça ne posera aucun problème. Soit ils occupent des dépendances du domaine national conformément à la législation, c'est-à-dire que l'État autorise ces occupations-là en les surveillant, en délivrant les permis d'occuper régulièrement. Soit
ces gens-là acquièrent ces terrains, deviennent propriétaires au sens où le recteur parlait tout à l'heure, par des procédures, soit de concession, soit d'immatriculation directe, etc. Tout ça est prévu. Le seul problème, c'est que personne ne respecte plus rien dans ce pays. Je voudrais commencer par lire Le livre vert. la disposition, l'article 95 de la loi sur l'urbanisme, qui définit la responsabilité de l'État. L'article 95 de la loi sur l'urbanisme dit que la sécurité foncière urbaine est assurée par l'État aux détenteurs des titres de propriété, des actes transformables en titres fonciers, des actes de droit de jouissance et des autorisations d'occupation du sol. C'est à ces personnes-ci que l'État doit garantir la sécurité foncière. Les gens qui ont des titres de propriété, des autorisations d'occupation du sol. Mais des choses d'une gravité extrême se produisent. Je vais vous montrer un premier exemple. Dans une affaire dramatique comme l'affaire d'Ikolo, Oui, une affaire qui a créé, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. et qui doit encore faire couler beaucoup d'encre jusqu'à ce que l'État assure la sécurité foncière des détenteurs des titres qu'il y avait là-bas. Il y avait eu au plus fort de cette affaire une commission qu'on avait appelée la commission du gouverneur du littoral. On ne sait pas si c'était son initiative personnelle ou si c'était des hautes instructions, peut-être même des très hautes instructions. Mais il avait fait tenir une commission pour examiner toute cette affaire. Et c'est dans les travaux de cette commission-là que le service départemental des domaines des affaires foncières, etc., qui faisait partie de la commission, a établi sur cet endroit l'existence de 21 titres fonciers. 21 titres fonciers. Donc l'État du Cameroun a la capacité à tout moment de savoir, s'il veut le savoir, quels sont ceux qui ont déjà immatriculé des terrains à un endroit donné. Mais à cet endroit-là, l'État, les fonctionnaires ont fait établir au profit de l'État du Cameroun 3 titres fonciers. Le 924, Vouri, le 925, Vouri, le 926, Vouri. Je vous ai gardé ici, j'espère pouvoir trouver ça rapidement, un certificat de propriété de l'un de ces 3 titres fonciers établi au nom de l'État du Cameroun. Vous allez lire quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Alors, ici, c'est... Oh, il est où? J'espère le trouver rapidement. Voilà, tout ça... Vous avez beaucoup de documents. Oui, tout ça, ce sont les certificats de propriété des titres fonciers qui existent à cet endroit. Alors, l'État du Cameroun s'est fait délivrer 3 titres fonciers, comme je le dis là. Et ces 3 titres fonciers, dans les travaux de la commission du gouverneur, le chef service départemental du cadastre a dressé une carte qui montre comment ces titres fonciers qui ont été délivrés à l'État du Cameroun sont posés. Le plus grand, c'est le 924, qui a 2 hectares et poussière. Vous voyez comment il chevauche des titres fonciers qui existent déjà à cet endroit. L'autre, c'est le 924, le 925, et l'autre, c'est le 926,
qui sont tous posés sur les terrains d'autrui. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est parvenu à se donner des titres fonciers sur les terrains qui appartiennent à ces enfants. Sur les titres fonciers. Sur les titres fonciers d'autrui. Bon. La réflexion d'aujourd'hui, ma contribution à cette réflexion, voilà. Voici l'un des certificats de propriété de l'État du Cameroun, à Dikolo. Il est écrit dessus, le conservateur foncier du Vouri A. Vouri A, c'est que dans l'ancien temps, il y avait la conservation foncière du Vouri. Le Vouri étant devenu très grand, très peuplé, etc., on a décentralisé un peu, même si toutes ces trois conservations se trouvent au même endroit. On a donc dit Vouri A pour un certain arrondissement, Vouri B pour d'autres et Vouri C, ainsi de suite. Le problème se déroulant à Bonanjo, ça c'est Vouri A. C'est pour ça que le conservateur de Vouri A est compétent et il dit certifie que le terrain urbain d'une superficie de 2 hectares, 21 à 17 cm, situé à Douala 1er, quartier Bali, lieu dit Beseke, formant la parcelle A du titre foncier 924 de la conservation foncière A du département du Vouri, établi le 28 avril 2020, appartient en toute propriété à l'État du Cameroun pour l'avoir acquis par immatriculation spéciale. L'immatriculation spéciale, c'est quoi? On connaît l'immatriculation directe, c'est-à-dire quand l'État vous donne un titre foncier sur une dépendance du domaine national. On connaît la concession quand l'État vous dit d'exploiter. Au bout d'un certain temps, ça peut devenir pour vous parce que la mise en valeur est probante. On connaît les morcellements, c'est-à-dire que monsieur le recteur est propriétaire, il a déjà un titre foncier et toi tu t'en vas chez lui acquérir une partie, on morcelle son titre foncier, on te donne, on connaît la mutation, c'est-à-dire tu as acheté et ce qui appartient au recteur devient pour toi, ou alors la mutation par décès, c'est-à-dire c'était ton père qui avait, il décède, tu fais un certificat d'héritier, comment on appelle ça, d'hérédité, tu es le successeur légal et tu fais muter le titre foncier de ton père à ton nom. Voilà ce qui est connu. Qu'est-ce que le conservateur appelle ici immatriculation spéciale? Suivant le décret numéro 2020-004 du Premier ministre du 9 janvier 2020 du Premier ministre chef de gouvernement. Quel est ce décret? C'est le décret d'expropriation qui a été fait sur la place de Dikolo. Or, que dit ce décret? Ce décret exproprie un titre foncier qui est le 750 Vouri, qui se trouve à Bonantoné, qui a 143 mètres carrés. Et la loi sur l'expropriation, le directeur ne me démentira pas, la loi est ici. Elle prévoit qu'en situation d'expropriation, le titre foncier exproprié est muté au profit du bénéficiaire de l'expropriation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le cas que j'évoque ici, c'est donc le titre foncier exproprié, le 750 Vouri, qui aurait dû être muté au profit de l'État du Cameroun. Pour autant que c'est l'État du Cameroun qui est bénéficiaire de l'expropriation. Or, on n'a pas muté de titre foncier 750. On a fabriqué à l'État des nouveaux titres fonciers, posés sur les terrains d'autrui. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez chuter Limbelo. Dans un premier temps, parce que je reviendrai. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité foncière urbaine se sont mis dans des conditions d'incapacité à savoir à qui appartient réellement ou le statut foncier réel d'un terrain qu'on veut immatriculer. C'est extraordinaire, monsieur Parfait, ici. Je chute dans un premier temps avec cette affaire-ci qui est tout autant extraordinaire.
c'est la succession Bolo à Bonapriso contre M. Fossing Fabrice Eric demeurant à Douala. La succession Bolo se fait établir en 1977. Bolo, c'est un Bonadouma. C'est donc un Douala de Bonapriso qui, dans le cadre de nos pratiques habituelles, reçoit une dotation foncière de la part de la collectivité de Bonapriso et décide de faire immatriculer ce terrain qui est de 740 quelque chose de mètres carrés sous le titre foncier 6610 Voury. Il fait immatriculer ce terrain-là en 1977. Il décède en 79. Puis, ses enfants veulent libérer le terrain d'occupation occupé par M. Fossing. Pour être bref, peut-être que je reviendrai. M. Fossing, pour se défendre alors qu'il a déjà été condamné par le tribunal de première instance, statuant publiquement et contradictoire à l'égard des parties en matière civile et commerciale, en premier ressort, ordonne l'exécution, ordonne l'expulsion de M. Fossing, de l'immeuble, objet du titre foncier 6610 Voury, c'est-à-dire appartenant à la succession Bolo. Ordonne l'exécution provisoire. Puis, M. Fossing saisit la cour d'appel pour une défense à exécution. Et à la cour d'appel, il produit un titre foncier. Le 009 Voury. Comment M. Fossing lui l'a fait pour produire le titre foncier? Il ne produit pas le titre foncier en première instance. Il le produit en appel. Puis la cour d'appel fait venir les géomètres du cadastre. Les géomètres du cadastre examinent les deux titres fonciers. On trouve que le titre foncier 009 Voury, délivré en 2013, se trouve à l'intérieur du titre foncier 6610, délivré en 77, c'est-à-dire 36 ans avant. Puis, la cour d'appel se déclare incompétent. Et elle ordonne la défense à exécution du jugement rendu en première instance. Dans ces conditions, elle est incompétente en quoi? Elle est compétente pour dire si on exécute le jugement de première instance ou pas. Mais elle n'est pas compétente pour dire si le titre foncier de Fossing est vrai ou faux. La succession Bolo saisit le tribunal administratif du littoral en annulation du titre foncier 009 qui est délivré 36 ans après, qui est une petite partie à l'intérieur du grand titre foncier 6610. Au-delà de tous les éléments, après avoir entendu tout le monde consulter le cadastre et tout, le tribunal administratif du littoral annule le titre foncier 009 pour des raisons qui peuvent être évidentes à tout le monde. Puis, la famille, la succession ne met pas au bout de ses peines, puisque Fossing et compagnie saisissent la chambre administrative de la Cour suprême en cassation du jugement rendu par le tribunal administratif du littoral. Depuis 2021, nous sommes en 2024, la Cour suprême n'a pas encore jugé. Elle n'a pas encore dit si ce titre foncier 009 Voury est faux et auquel cas ces gens-là n'ont pas à être là. J'ai tenu et je vous remercie de m'avoir donné ce petit temps. Merci bien. Pour que nos compatriotes comprennent que la guerre qui risque d'arriver est causée par les fonctionnaires, par leur appétit à l'argent, à la corruption, mais aussi par tous les bandits en col blanc qui font de l'idée que Parfait Ayissi n'a pas les moyens de se défendre parce que c'est un pauvre type.
que les enfants de Parfait Ayissi, la succession Parfait Ayissi, n'a pas les moyens. Nous avons vu naître à Douala principalement. Je souhaite que cela n'arrive pas aux Ewondo du Fundi. Une catégorie de personnes qui se sont donné le pouvoir de prendre la justice en otage, de faire aux juges des dilatoires à n'en plus finir. L'affaire Mboloko dont je vous parle a déjà fait 30 ans. Merci Abel Elimbi Lobi. Voilà. Non, on vous a suivi. La question foncière. On a suivi. On va permettre également aux autres panélistes d'avoir leur